On va démarrer en fait ce premier webinaire consacré, consacré au STEM, hein. Vous voyez le mot STEM un peu partout. Alors, ne vous tracassez pas, les STEM, c'est simplement l'abréviation de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. En fait, ça regroupe pas mal de choses que vous faites déjà peut-être en classe et qui arrivent en fait les référentiels du tronc commun, regroupés du coup. Alors, c'est des packages de matières, hein. On a sciences, maths et FMTTN, et c'est principalement sur celle-là qu'on va s'attarder. Alors la première chose, hein, parce qu'on voit souvent ce FMTTN apparaître, alors c'est assez compliqué à prononcer. Je vais juste expliquer globalement ce que c'est, hein, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant. Il y a encore des enseignants qui voient un peu ce terme, cette abréviation apparaître partout, mais qui ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière. En fait, c'est simplement formation manuelle technologique, technique et numérique. Voilà, vous pouvez vous entraîner à leur dire si vous voulez. Mais en gros, c'est un nouveau cours, hein, qui apparaît dans ce tronc commun, qui regroupe pas mal de choses, hein. Il y a tout un volet numérique, on va s'y attarder aujourd'hui. Mais il y a également un volet manuel, un volet technique, un volet technologique. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent voilà, se regrouper dans ces matières. Et nous, on va plutôt s'attarder sur la partie N, qui est la partie numérique, qui apparaît dès la troisième primaire. Donc, le FMTT, en fait, est en P1, P2. Et après, à partir de la troisième primaire, il y a ce volet numérique qui apparaît. Alors, vous allez me dire, numérique, souvent, il faut du matériel, effectivement, hein. On pense aux ordinateurs, on pense à tout un tas de matériel qu'on n'a pas nécessairement dans les écoles. Alors souvent, on sont un peu bloqués par rapport à ça, un peu bloqués par rapport au fait que bah, si on n'a pas de matériel, on ne peut pas faire de numérique. On ne peut pas faire de programmation, hein. La programmation, c'est un terme qui rentre maintenant dans les référentiels. Eh bien, cette première partie de webinaire est consacrée au fait qu'on peut faire de la programmation, on peut répondre en fait aux attendus du FMTTN en primaire sur la partie programmation, et tout ça avec très peu de matériel, sans ordinateur. C'est ce qu'on appelle en fait la programmation débranchée ou déconnectée. Et donc avec du papier, des crayons, des ciseaux, on peut très bien aborder des concepts informatiques et de programmation. Et c'est d'ailleurs moi ce que je conseille avant de démarrer sur un ordinateur ou une tablette, par exemple, c'est de passer par une partie débranchée, même si vous avez du matériel à disposition, parce que ça permet vraiment de comprendre en fait le fonctionnement de la machine avant d'y mettre les mains. Alors, on va démarrer. Je vais vous faire travailler un peu, hein. Je vais pas nécessairement parler pendant une heure. On va démarrer avec une première partie qui concerne en fait la programmation, le codage à l'école. Et j'imagine que vous connaissez peut-être tous WooClap. Et donc, je vais vous demander en fait. Alors, si vous avez un téléphone sous la main, vous pouvez scanner le QR code. Vous allez tomber. Alors, je vais quand même vérifier si mon QR code fonctionne. Sinon, vous pouvez aller sur le site de WooClap. Peut-être que, Adèle, tu peux le remettre éventuellement dans le chat. Et sur le site de WooClap, on vous demande un code d'événement qui est stémentiel 2024. Je vais vérifier si mon QR code fonctionne. Mon QR code fonctionne. Normalement, vous arrivez sur WooClap, on vous dit un peu de patience. Il n'y a pas de questions lancées pour l'instant, c'est normal. Je vais vous laisser y accéder. Adèle va remettre le lien dans le chat. Je ne sais pas si c'est bon de ton côté, Adèle. Oui. Ok. Et moi, je vais essayer de retrouver mon navigateur Internet avec Ouclap qui est ici. Alors, on va vérifier si tout le monde est bien connecté et je vais démarrer. Alors, je démarre toujours avec une première question, hein, pour savoir un peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Il suffit simplement de cliquer sur le petit emoji qui vous correspond. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton valider. Voilà, on va voir si tout le monde arrive. Là, je vois qu'il y a deux personnes, trois personnes qui ont répondu. Est-ce que vous êtes super motivé? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous vous demandez encore c'est quoi le sujet des webinaires? Est-ce que vous avez vu un lien? Alors, vous avez cliqué dessus, ça peut arriver, hein, il est sur notre page Facebook. Est-ce que vous êtes impatient de commencer ce webinaire ou est-ce que vous avez encore besoin d'un ou deux cafés pour vous réveiller? Il est que 13 heures après tout, finalement, et vous êtes en vacances, hein. Je vous laisse 30 secondes pour répondre.
Alors, on me demande de revoir le QR code. Est-ce que ce Ouais, serait possible là ou ça? ouais aussi, voilà, il est là, le Voilà, QR code. parfait. Normalement, vous avez toujours la possibilité de répondre, mais voilà le QR code. Donc, si vous voulez flasher votre écran, vous pouvez. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, je vais supposer que tout le monde s'est connecté sur le WooClap, hein. Si vous n'êtes toujours pas connecté ou si vous avez un peu de mal, le code de l'événement est toujours là au-dessus. Donc, vous allez sur le site de WooClap et vous tapez Stémentiel 2024. Il reste affiché dans tous les cas et vous allez tomber sur la question. Alors, je vois que tout le monde est super motivé, hein. C'est génial parce que moi aussi. Alors là, je vais passer à une deuxième question hein, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. On entend de plus en plus parler de programmation d'enseigner en fait la programmation en classe avec les élèves. Il faut savoir qu'il y a certains pays, notamment en Angleterre, hein, ça fait des années qu'ils enseignent la programmation à l'école. Nous, ça arrive dans les classes. Et donc, la première question que je vous pose, et là, il faut écrire avec son clavier, c'est quelles sont pour vous les raisons d'enseigner la programmation en classe avec les élèves? Alors, vous allez voir, il y a un tas de raisons d'enseigner la programmation, mais je vais vous laisser un peu réfléchir à cette question. Alors là, normalement, voilà, il faut écrire. N'hésitez pas à écrire des phrases. Normalement, je pense que vous avez la possibilité d'écrire des phrases complètes, hein. Donc, effectivement, c'est le futur, développer la logique, hein. C'est souvent ce qui revient, effectivement. On développe, euh, on développe quand même pas mal de notions logiques, de travailler la logique, effectivement, la robotique, hein. La programmation est en fait la première étape du passage à la robotique. Alors j'essaye juste de... Je vais peut-être les mettre en liste, ce sera peut-être plus facile. L'automatisation, développer l'autonomie est super important, vous allez voir que je vais y revenir. Développer l'autonomie, l'entraide, la logique, travailler diverses compétences, effectivement. Une logique mathématique, développer le travail d'équipe. Et vous avez vu, vous avez énormément de choses, hein, des choses que j'ai également relevées et qui reviennent très souvent. On voit il y a beaucoup la notion de logique qui apparaît, développer la réflexion, encourager les compétences du 21e siècle, leur apprendre à décoder pardon, les ficelles d'Internet ou des technologies hein, globalement. Apprendre les algorithmes, on reviendra sur ce mot algorithme qui peut parfois faire peur. Apprendre l'essai-erreur, super important, effectivement, on apprend l'essai-erreur, je trouve qu'on ne le développe pas encore assez à l'école, mais c'est très important en tout cas pour les apprentissages à mon sens. Être en phase avec son époque. Alors n'hésitez pas à continuer à répondre. Moi, je vais garder vos réponses très précieusement. Le Book reste ouvert. Et alors ici, moi, j'ai fouillé un peu sur Internet en fonction de l'expérience que j'ai, en fonction des partages avec d'autres enseignants. J'ai relevé en fait 10 raisons. Alors c'est une liste totalement non exhaustive, mais j'ai relevé en fait 10 raisons d'enseigner la programmation. Alors globalement, il y a des choses hein, qui reviennent dans ce que vous avez dit, mais on développe, en tout cas les élèves développent une confiance. Ça permet l'inclusion de chacun. On parle souvent d'inclusion, de différenciation, etc. Ça pousse les élèves à prendre des risques sans conséquences graves. Moi, j'aime bien celle-là parce que la première fois, vous allez voir, si vous faites un peu de programmation, alors plutôt en version connectée, en version débranchée, ça se voit un peu moins. Mais si vous mettez un jour un robot dans les mains d'un élève, il aura peur de le manipuler. Vous mettez un ordinateur dans les mains d'un élève, il aura peur d'appuyer sur un bouton. Et en fait, la programmation, je dirais, pousse l'élève à se dire, ben, je ne vais pas faire exploser une bombe, donc je peux appuyer sur un bouton, je peux tester. Ça n'a pas de graves conséquences sur ce qui va se passer. On apprend, alors là c'est plus pour l'aspect, je dirais, français, et enfin en tout cas linguistique et l'imagination. On peut raconter des petites histoires, faire des petites animations, faire des jeux. Ça permet aux enfants de communiquer, et s'exprimer entre eux. Ça c'est aussi pour moi important. Un élève programme rarement seul. Et donc, bah, il faut savoir s'exprimer. Et vous allez voir que la partie déconnectée parle beaucoup de la communication et de l'expression.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des principes mathématiques. Alors ça, souvent, c'est évident, hein, la programmation, on pense souvent aux maths, mais également des principes linguistiques. Et dans la partie déconnectée, moi, je trouve qu'il y a plus de linguistique que de mathématiques. Ça, on apprend à résoudre des problèmes. Ça intervient dans de nombreux métiers. Cette partie, il ne faut pas nécessairement être développeur, mais cette partie programmation intervient dans beaucoup de métiers. Ça développe des compétences de travail d'équipe, de coopération. Ça, vous l'avez dit, ça favorise l'autonomie et l'indépendance. Voilà un peu voilà, une partie des raisons d'enseigner la programmation. Et donc, vous voyez que finalement, bah, on balaye quand même quelque chose de relativement large. S'il y a des questions dans le chat, vous n'hésitez pas. Et Adèle, tu peux me faire un retour parce que du coup, moi, j'ai mes slides sous les yeux. Euh, hop. Alors, je vais d'abord, sans trop m'y attarder, mais vous dire que dans les nouveaux référentiels qui sont accessibles sur le site d'enseignement.be, mais vous allez sur Google, vous tapez nouveau référentiel du tronc commun, vous allez vite voir en fait ces nouveaux référentiels. Et bien du coup, il y a un lexique qui se trouve à la fin du référentiel de formation manuelle technique, technologique et numérique, donc le fameux FMTTN. Vous allez voir à la fin, et il y a une liste voilà, je dirais de définitions, d'explications, notamment sur la programmation. On retrouve la définition de programme et la définition de programmer. Alors, pour moi, ce sont des définitions, je dirais, à destination de l'enseignant, hein. Ne donnez pas ces définitions-là aux élèves, vous allez plus je dirais les perturber qu'autre chose. Prenez ces définitions vraiment au sens large, hein. C'est vraiment là pour vous aider. Récemment, j'ai eu un échange avec un enseignant qui me disait, waouh, avec le FMTTL, on va demander aux enfants de concevoir un logiciel informatique. Et puis je me suis demandé où il avait trouvé ça. Et effectivement, quand on voit la définition de programmer, concevoir un logiciel informatique, alors ne vous tracassez pas, on ne va pas demander à un enfant de programmer un logiciel informatique complet, hein. Simplement faire avancer un bonhomme sur un écran, bien, c'est un logiciel informatique. Donc ne prenez pas logiciel, je dirais, au sens trop précis du terme. Mais voilà, la programmation, c'est concevoir des logiciels. Ça va? Mais en tout cas, ces définitions sont là à la fin des référentiels, donc c'est important de le signaler. En parlant des référentiels, ici, toute la partie débranchée de la programmation, en fait, fait appel à des savoirs, des savoir-faire et des compétences qui se retrouvent dans ces fameux référentiels. Si vous jetez un œil au référentiel de FMTTN, vous allez voir, il y a une petite roue. Alors moi, je l'ai mis en petit, mais dans le référentiel, elle apparaît en grand. En fait, ça fait un peu penser, j'ai plus le jeu en tête, le Adèle, tu sais m'aider? J'ai plus le jeu en tête. Enfin, mais du coup, en tout cas, Trivial je dirais, poursuite. oui, voilà, Trivial Poursuite, c'est ça, j'avais Poursuite en tête, mais effectivement, ça fait un peu penser au Trivial Poursuite, mais donc on a découpé ce FMTTN en différentes parties, et nous, celle qui va nous intéresser, c'est la partie création de contenu. Et dans la création de contenu, parce que quand on programme quelque chose, finalement, on crée du contenu, eh bien, on va retrouver des savoirs, des savoir-faire, des compétences comme la programmation et les logigrammes, écrire et lire des algorithmes et concevoir des algorithmes pour résoudre un problème. Donc on est vraiment, je dirais, dans les activités présentées et les ressources qu'on va vous donner. Et bien du coup, on est vraiment dans ce référentiel FMTTN. Ça c'est important de le dire aussi. Alors, pourquoi des activités débranchées? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas directement les enfants sur un ordinateur pour programmer? Vous avez peut-être déjà expérimenté la programmation. Eh bien, je vous ai déjà dit une partie de la réponse, hein. Je pense que pour comprendre en tout cas comment fonctionne un ordinateur, il est important de s'éloigner un peu de la machine pour comprendre comment elle fonctionne. Mais il y a plusieurs raisons d'utiliser en fait des activités débranchées, hein. Vous voyez ici sur l'illustration, le débranché. Finalement, c'est du papier, c'est des petites pièces de jeux de société pour représenter les robots, pour les faire avancer, etc. Donc, on peut vraiment faire des choses relativement simples. Alors, du coup, ça nécessite en fait du matériel très peu coûteux. On n'a pas tous des ordinateurs dans les classes où on a parfois une connexion Internet qui n'est pas des plus stables. Voilà, on évite en tout cas parfois des problèmes techniques je dirais inattendus, hein.
On a tous connu, je dirais, alors soit cette panne de courant, cette connexion Internet qui visiblement ne fonctionne pas le jour où vous voulez faire votre activité. On n'a pas évidemment tous le matériel. Et en plus de ça, ben, il y a beaucoup de notions informatiques qui peuvent s'aborder sans ordinateur. Ça va? Alors, je vous parlais d'algorithme, hein. Vous avez même prononcé dans le WooClap ce terme algorithme qui parfois peut un peu effrayer. Eh bien, vous allez voir que, on va démystifier un peu ce terme algorithme qui apparaît du coup bah, dès la primaire maintenant. Et vous allez voir que finalement, des algorithmes, on en a tous je dirais déjà rencontré. L'algorithme le plus simple qu'on peut rencontrer, non, je vais juste inverser mes deux slides. L'algorithme le plus simple qu'on peut rencontrer, eh bien, c'est une recette de cuisine, hein. C'est ce qu'il faut vraiment expliquer aux enfants. S'ils aiment bien cuisiner avec papa, maman, eh bien, du coup, euh, cette recette de cuisine est un algorithme. Pourquoi? Parce que finalement, pour une recette de cuisine, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut des ingrédients, il faut une recette, hein. Cette recette, c'est un algorithme et on va obtenir un résultat. Alors moi, j'aime bien cette définition de Gilles Dewey, qui est un informaticien et logicien français, qui dit en fait un algorithme, c'est une recette, donc il prononce bien le mot recette, qui permet de résoudre un problème de manière systématique. Donc en bref, vous avez une suite je dirais, d'actions qui doivent s'effectuer les unes après les autres et un ordinateur fonctionne de la même manière. Il va effectuer une action, puis une autre, puis une autre. Et de cette manière, eh bien, si vous faites un peu de cuisine, en plus je pense que dans le FMTTN, il y a une partie pour les plus petits qui concerne plutôt la cuisine, eh bien, vous travaillez déjà, en fait, je dirais, l'algorithme avec eux sans même prononcer le terme ou sans même le savoir. Ça va? Je vais juste revenir sur ma slide précédente qui explique ce que c'est la pensée algorithmique, hein, donc la capacité à résoudre un problème de manière structurée en utilisant des algorithmes, c'est-à-dire une suite d'instructions, on est vraiment là-dedans, suite d'instructions claires et ordonnées pour accomplir des tâches. Alors, je m'attarde juste sur le thème ordonné. Les enfants constatent très vite que ben, il y a des choses qui peuvent se faire enfin, il y a je dirais, des recettes de cuisine hein, qui doivent s'effectuer dans un certain ordre parce que sinon ça ne fonctionne pas. Par exemple, pour les crêpes, eh bien, du coup, il faut bien suivre l'ordre. Donc, on a une instruction claire et un ordre bien particulier. Et donc, une fois qu'on a cette notion de recette de cuisine, bah, finalement, l'algorithme, c'est juste le terme, je dirais, un peu informatique qu'on rajoute derrière. Alors, dans les exemples d'activités très simples à mettre en place et dans les ressources, vous allez voir que il y a quand même des concepts de base dans la programmation, des concepts qui reviennent régulièrement. Alors, en primaire, ici, on travaille principalement les concepts qui sont ici à ma droite. Ceux qui sont à gauche, c'est plutôt pour je dirais plutôt pour le secondaire, mais on peut également en voir de temps en temps en primaire. Alors, il y a des séquences d'instructions, hein, par exemple, faire fondre du beurre, puis faire chauffer le lait. En fait, c'est l'algorithme le plus simple qu'on peut rencontrer. Faites une recette de cuisine avec eux en classe, hein, pour la chandeleur, vous faites des crêpes, et vous allez vite, enfin, ils vont travailler en fait cette notion d'algorithme. Il faut faire une instruction et puis une autre. On a parfois des instructions conditionnelles. Là, on a des termes un peu linguistiques qui apparaissent. S'il n'y a pas de beurre, alors prendre de la margarine. Sinon, arrêtez de faire des crêpes, tout simplement. Eh bien, ça, ce sont des conditions. On donne en fait un choix en fonction d'un certain nombre de paramètres. Ça va? Donc ça, c'est les instructions conditionnelles, les conditions. On a les boucles qui sont intéressantes, mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. On donne un objectif et on continuera à mélanger tant que l'objectif n'est pas atteint. De l'autre côté, on a par exemple les fonctions. Alors les fonctions dans les recettes, on en rencontre on en rencontre régulièrement, pardon. Par exemple, quand vous avez une recette avec de la sauce béchamel, eh bien du coup, on vous dira faire une béchamel. Et en fait, la béchamel, bah, vous avez peut-être l'habitude de la faire, et donc on ne va pas vous redonner à chaque fois la recette de la béchamel. Donc c'est simplement, je dirais
une séquence d'instructions dans une séquence d'instructions qu'on utilise régulièrement en programmation. En fait, ça permet d'éviter d'avoir des codes qui sont trop longs. Si à chaque fois qu'on doit faire une sauce béchamel, on remet la recette complète de la béchamel, eh bien du coup, ça allonge la recette. Et donc, bah, ça devient compliqué. Donc, on vous renvoie simplement vers une recette. Eh bien, en programmation, c'est exactement la même chose. Et après, on a des variables. Les variables, c'est par exemple dire, bah, tiens, on ajoute du sucre, du chocolat, de la confiture. Moi, je compare les variables comme étant des boîtes, enfin, des cartons de déménagement. Et dans ces cartons, on met des choses. Et quand on a besoin de ces choses-là, on va aller les chercher. Ça va. Et ces deux concepts-là sont plutôt vus, en tout cas dans les référentiels, apparaissent plutôt dans la partie secondaire. Ça va. Ceux-ci apparaissent dans la partie primaire. Si vous avez des questions jusque-là, vous n'hésitez pas, hein. Alors, moi j'aime bien démarrer cette notion je dirais de programmation déconnectée en, je dirais, en posant la question aux enfants, essayez un peu de faire l'expérience, demandez-leur si un robot est intelligent. Vous allez voir qu'il y a de très fortes chances pour qu'on vous dise oui, le robot est intelligent. Oui, l'ordinateur est intelligent parce que quand je lui demande de faire quelque chose, il le fait bien. Eh bien, du coup, moi j'aime bien cette illustration-ci où on voit un robot qui toque, on lui dit entre, et le robot il entre. Ça va? Mais en fait, vous avez simplement oublié de lui dire d'ouvrir la porte. Alors, cette illustration, je dirais, permet d'expliquer aux enfants que ben, si on donne pas, enfin, l'ordinateur lui va simplement suivre les instructions à la lettre. Même s'il y a des erreurs, il va quand même les suivre. Donc, même si l'enfant, dans son code, dans sa programmation, réalise une erreur, eh bien, l'ordinateur va simplement exécuter l'erreur et donc ça ne fonctionnera pas. Et si on oublie une étape ou si on exprime mal une étape, eh bien, du coup, cette étape ben, sera exécutée en fait par le robot ou l'ordinateur. Ça va? Alors, cette vidéo-là, je vous remettrai le lien. Moi, je la trouve vraiment super parlante, hein. C'est le challenge de la tartine. Elle est en anglais, mais sous-titrée en français. En fait, c'est simplement un papa qui demande à ses enfants d'écrire les instructions, les étapes pour réaliser une tartine au beurre de cacahuète. Et donc, les enfants commencent à écrire toutes les étapes et le papa fait simplement qu'exécuter les étapes. Et du coup, l'enfant, alors c'est vraiment très rigolo à regarder, parce que par exemple, on a un moment donné où l'enfant lui dit, eh ben, plonge le couteau dans le beurre, enfin dans le beurre de cacahuète, et donc on voit le papa qui le plonge dedans, mais après, l'enfant n'a pas écrit de reprendre le couteau. Voilà, c'est tout un exemple. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire, enfin, on peut imaginer toutes sortes d'exemples, hein. Mais voilà, ça illustre bien je dirais, le fait d'exprimer, là on est vraiment dans l'expression écrite, exprimer tout un tas d'instructions de manière claire pour qu'un ordinateur ou un camarade de classe puisse les exécuter. Ça va? Je vous laisserai attentivement regarder cette vidéo qui est vraiment drôle et ça peut éventuellement vous inspirer pour faire. Là, on est vraiment dans l'écriture d'un algorithme, mais du coup de manière, je dirais, un peu détournée. Ça va, voilà, on voit la partie où il plonge le couteau et puis après, bah, il le reprend pas. Hop. Alors, quelques exemples d'activités avant d'arriver à notre plateforme Internet sur laquelle vous allez retrouver pas mal de ressources en programmation déconnectée. Il y a quelques exemples d'activités qui peuvent se faire de manière très très simple et qui, alors là j'ai pris quatre exemples, je dirais un peu généralistes. Que vous pouvez adapter et qui reprennent en fait tous les concepts de programmation qu'on attend dans les référentiels du tronc commun pour la partie primaire. Le jeu du robot idiot. On est encore une fois dans cette notion de donner des instructions, alors qui peut se faire, moi j'ai déjà vu dès la maternelle. On peut imaginer toutes sortes de choses. Ce qui est bien, c'est en fait, de reproduire. Alors pour les plus grands, on va le faire en version papier sur un banc. Pour les plus petits, on peut déjà travailler l'algorithme. On peut imaginer que la cour de récré avec, le carrelage de votre classe puisse devenir en fait des cases pour permettre de se déplacer. Et donc, on a un enfant qui va donner des instructions à son camarade pour atteindre un objectif. L'objectif, bah, ça peut être par exemple
exemple un trésor ou un objet à aller chercher sur un quadrillage. Et pour ça, le robot ne comprend que quatre actions: avance, recule, pivote à gauche, pivote à droite, et en plus de ça, on fait intervenir la notion de gauche et droite. Ça, c'est vraiment la première partie où on donne des instructions à quelqu'un pour aller chercher. Il y a un repère dans l'espace. Voilà, il y a pas mal de notions qui interviennent. Adèle, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Voilà. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. Ça va, Désolée, je ne parvenais plus à retrouver ma ton souris. micro. Ok. Euh, Je vérifiais toujours si j'étais pas tout seul à parler derrière un écran, mais non, ça va. non, je pense Encore là. que tout le monde est bien attentif, mais du coup, Ça va. peut-être si vous avez des questions, c'est l'occasion, si vous voulez directement prendre la parole, n'hésitez pas. Je sais pas. Je me sentirais un peu moins seul. Et s'il n'y a pas de questions, je vais continuer, mais n'hésitez pas à intervenir. Tommy, tu es trop Ouais. clair, tu vois. Je suis trop Il n'y a pas de clair, c'est ça? question. Ah, du coup, C'est effectivement ce que Melinda nous confirme. C'est très clair. ok, ben d'accord. Vincent aussi. Super. Et tu n'es pas seul, Tommy, nous sommes là. Ça va, c'est gentil. Alors le deuxième exemple, hein, ça c'est pour les enfants un peu plus grands, c'est le déplacement sur un quadrillage. Alors là, on peut l'imaginer de différentes façons. Soit vous le faites sur un banc, soit vous le faites au tableau, soit si vous avez éventuellement un écran interactif, on peut l'imaginer aussi sur un écran interactif. Donc en fait, l'idée ici, c'est d'avoir un tableau avec des cases, mais ne plus donner des instructions, je dirais, oralement, mais les donner avec des petites cartes. Alors là, on peut en imprimer. Voilà, vous pouvez en imprimer plusieurs et en fait, l'enfant va devoir faire une suite d'instructions, donc mettre les cartes les unes à la suite des autres. Et puis la deuxième personne va devoir déplacer en fait le pion pour atteindre l'objectif. D'accord? Et donc là, il y a plein de notions qui interviennent, mais il y a aussi, je dirais, le concept de repère dans l'espace. Il faut imaginer, on écrit le code avant de déplacer l'objet. Et donc, il faut anticiper tout ça. Alors, on peut complexifier la chose en mettant des quadrillages plus importants, en mettant des obstacles, notamment des murs et des choses comme ça qu'il va falloir contourner. Mais là, on est vraiment purement dans l'écriture d'un algorithme, alors plus sous forme de texte, mais sous forme d'illustration. Et donc, on écrit en fait son algorithme et puis une deuxième personne va devoir exécuter son algorithme. Puis après, on ajoute alors, une carte supplémentaire. Dans les exemples que j'ai déjà vus, souvent cette carte est imaginée en fait par les enfants. Donc là, on utilise par exemple un pirate et un bateau pirate, et le pirate évidemment va devoir récupérer des trésors. Les trésors vont devoir se récupérer dans les coffres qui sont verts, les coffres qui sont rouges. Du coup, il y a un monstre à l'intérieur et donc il vaut mieux ne pas l'ouvrir. On peut passer dessus, mais on ne doit pas l'ouvrir. Et donc là, c'est de demander aux enfants, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir demander en tout cas aux pirates d'ouvrir le coffre. Et après réflexion, souvent ce qui vient, c'est on va ajouter une nouvelle carte parce qu'en fait, dans les flèches de déplacement, on ne va pas pouvoir ouvrir le coffre, on ne va pas pouvoir demander aux pirates d'exécuter l'action. Et donc là, ils inventent en fait une nouvelle carte euh, qu'on vient ajouter, celle d'avoir l'action d'ouvrir le coffre. Donc on déplace en fait toujours le pirate avec les flèches directionnelles. Donc on écrit son algorithme avec les flèches. Une fois qu'il atterrit sur un coffre vert, on va déposer cette carte, ouvrir le coffre, et si c'est sur un coffre rouge, on ne lui demande pas de l'ouvrir. Et puis après, on va jusqu'au bateau. Donc là, on ajoute en fait une action. Et puis après, on arrive dans la notion de condition, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ici, souvent ce qu'on fait, c'est que on met les cartes de coffre. On ne sait pas si le coffre est vert ou est rouge. Donc il y a une face qui est grise et de l'autre côté, si on retourne la carte, on va savoir s'il est rouge ou s'il est vert. Donc l'idée, en fait, c'est de déplacer le pirate qui là va devoir passer sur tous les coffres parce qu'on ne sait pas à l'avance s'ils sont verts, s'ils sont rouges. Et quand on est sur le coffre, on ne va plus pouvoir utiliser la carte ouvrir le coffre, parce que si on ouvre le coffre et qu'il est rouge, eh bien du coup, on est pénalisé. Mais par contre, on va pouvoir modifier en fait cette nouvelle carte en ajoutant une condition et en disant, si le coffre est vert, alors on l'ouvre. Et donc le pirate va se déplacer, arrive sur le premier coffre,
on place cette carte. Si le coffre est vert, alors on l'ouvre. L'enfant retourne la carte du coffre. S'il est vert, on peut l'ouvrir. S'il est rouge, eh bien du coup, on va continuer parce qu'on n'est pas dans les conditions. Ça va. Donc là, c'est à ajouter en fait, je dirais matériellement, sous forme de carte en version papier, la notion de condition. Si vous avez des Lego dans votre classe et vous êtes fan de Lego comme moi j'adore ce jeu de la tour de Lego, où là, alors j'ai quand même remis le savoir-faire, on est vraiment dans l'écriture d'un algorithme, l'écriture et la lecture d'un algorithme simple. Donc en fait, l'objectif va être d'identifier une séquence linéaire de couleurs et de l'exprimer verbalement. Donc en bref, on a deux élèves qui vont à chaque fois jouer un rôle différent. Le premier élève a le rôle de constructeur. Donc lui, en fait, il va devoir construire la tour grâce aux instructions, aux instructions sans voir le modèle. Alors, c'est plutôt le messager, en fait, qui va d'abord avoir le premier rôle. Donc, le messager, lui, a un modèle de tour de Lego, par exemple ce modèle-ci, et va devoir donner des indications au constructeur pour construire la tour qui, lui, ne connaît pas le modèle. Alors, il y a plusieurs possibilités qui interviennent. La plupart du temps, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent à leurs copains, bah, tu mets un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune. Et puis finalement, en fait, quand la tour est très grande, on se rend compte que c'est très long. Et très vite vient se dégager la notion de boucle. Donc, en bref, on va lui dire, bah, tu mets un rouge et puis un jaune et tu répètes ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et donc, on a cette notion de boucle qui apparaît. Après, on peut avoir je dirais des tours de Lego un peu plus compliqués où on met par exemple une alternance de trois couleurs. Et puis, on peut avoir encore un peu plus complexe où visuellement, c'est plus difficile de s'y retrouver parce que là, on a mis une suite de deux jaunes. Et donc, c'est laisser en fait jouer les enfants avec cette tour de Lego. Un qui a le modèle, ou qui conçoit le modèle, et le deuxième qui construit la tour sans voir le modèle. Ça va, et en écoutant simplement soit en écoutant oralement les instructions de son copain, soit le copain peut écrire les instructions à la main et les donner au constructeur qui va devoir construire le modèle de la tour. Ça va? Et donc là, la notion de boucle en fait intervient. Voilà les petits exemples qui sont relativement simples en programmation déconnectée. Vous allez voir, en fait, si vous tapez programmation déconnectée sur un moteur de recherche, vous allez trouver énormément de choses. Mais nous, en fait, sur notre plateforme Stémentiel, on vous propose différentes ressources qui sont déjà disponibles et qui ont été mises en lien avec les référentiels. Et donc, on vous propose en fait des ressources en programmation déconnectée pour le primaire. Alors ici, je les ai sélectionnés. Il n'y a pas que des ressources pour la programmation. En fait, on balaye vraiment les différents référentiels, sciences, maths et FMTTN. Mais ici, en programmation déconnectée, on va retrouver, alors pour tous les niveaux. Par exemple, ici en P5, P6, on a la ressource 1, 2, 3 codée, où on va pouvoir faire de la programmation déconnectée. Pour les P3, P4, là, on est dans un concept d'envoyer un robot sur la Lune en version déconnectée. On a pareil pour aller un peu plus loin sur Mars pour les plus jeunes, en P1, P2. Et ici, en P1, P3, on a cette ressource 1, 2, 3 codée qui est réalisée pour les plus jeunes. Et donc, toutes ces ressources sont sur notre site internet www.stementiel.be dans la partie ressources. Vous allez voir, il y a des onglets au-dessus. On va passer sur la plateforme juste après pour vous expliquer le concept de Stementiel et tout le processus et également toutes les ressources qui sont disponibles. Alors, la structure des ressources, on a essayé de penser ça de manière à ce que ce soit relativement simple pour vous et que ce soit une ressource ou une autre, elles sont construites de la même manière. Alors, comment est-ce qu'elles sont pensées? Donc, en fait, ce sont vraiment des protocoles pédagogiques pour les enseignants qui expliquent vraiment, c'est un pas à pas des activités, ça va, à destination de l'enseignant. Si nécessaire, on a mis les documents élèves à disposition, mais il y a à chaque fois, en tout cas, la ressource pour l'enseignant y est, je dirais, obligatoirement. Alors, dans un premier temps, sur les premières pages,
on retrouve une vue d'ensemble de l'activité où on va retrouver le public qui est visé, les matières qui sont visées, mathématiques, FMTTN par exemple, la durée approximative de l'activité hein, qui varie souvent entre une, deux, voire trois périodes éventuellement. Donc, c'est des activités qui sont relativement courtes. Un résumé de l'activité, les objectifs d'apprentissage, le matériel nécessaire. On essaye toujours de se dire que tout le monde n'a pas tout le matériel, donc on essaie de réduire au maximum le matériel et le coût pour les activités. Et puisque notre objectif, c'est pas seulement de faire des activités en classe, mais également de les mettre en lien avec ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Une fois que les enfants sont sortis de l'école, que se passe-t-il? Eh bien, du coup, on va devoir choisir un métier. En primaire, on réfléchit hein, souvent à qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Eh bien, du coup, nous, on essaie de lier en fait ces activités avec des métiers dans le domaine des STEM. Et donc, on met à chaque fois les différents liens avec les métiers. Ici, par exemple, sur une ressource sur la programmation déconnectée, eh bien, on retrouve par exemple le métier d'informaticien ou d'analyste programmeur. Donc, en fait, c'est faire découvrir vraiment des métiers aux enfants. Et des choses qui parfois, même nous, on ne savait pas que ce métier-là existait. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on a bien tout le déroulé, hein, comme je vous disais, le pas à pas de l'activité pédagogique. Hein. Donc, il suffit simplement de suivre vraiment tout le protocole pour le mettre en place dans vos classes. Et enfin, la partie qui pourrait intéresser les enseignants, l'idée, c'est pas de faire des STEM pour faire des STEM, mais c'est de faire des STEM parce qu'on nous demande d'en faire en classe, c'est de faire du numérique parce qu'on nous demande d'en faire, c'est de faire des sciences, c'est de faire des maths, et tout ça en lien avec les nouveaux référentiels du tronc commun qu'on n'a pas nécessairement eu encore toujours le temps de décortiquer. Hein. Donc nous, on les analyse pour vous et on vous pointe en fait les savoirs, les savoir-faire, les compétences et les attendus qui correspondent à la ressource. Comme ça, vous savez déjà, si vous avez, si en lisant les référentiels, vous voyez des attendus, parfois c'est parfois un peu vague, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mener comme activité avec ces attendus-là? Eh bien voilà, il y a déjà des ressources qui existent, et on a déjà en fait réfléchi à cette partie-là. Et enfin, du coup, on va quand même vous présenter cette plateforme dont on vous parle, dans stementiel.be. Tommy, je peux dire quelque chose? Vas-y, je t'en prie. Pour nous, ce qui est très très important, c'est que c'est qu'on ne vient pas comme un groupe qui déverse un savoir ou qui vous impose des choses. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est votre liberté pédagogique. C'est la raison pour laquelle, d'abord, toutes les ressources sont gratuites et en Creative Commons. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Elles vous appartiennent. C'est de l'argent public. Donc, voilà. Et on vous a mis les fichiers Word. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous a mis les fichiers Word? C'est parce que si vous aviez envie de changer et que vous trouvez que vous aviez envie de faire ça autrement, que vous avez un cadre habituel et ainsi de suite, ben, vous pouvez copier-coller tout ce qu'on vous propose. Donc ça, c'est fait exprès et c'est parce que surtout, on ne veut pas vous imposer quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter. Super, merci. C'est ce qui manquait effectivement. Donc c'est super important de se dire que chaque réalité d'école, ici on est une vingtaine à participer à ce petit moment ensemble. Du coup, ça fait une vingtaine de réalités d'écoles différentes. Et donc c'est important de s'approprier les ressources et de le coller avec son public, de le coller avec sa réalité de terrain. Faut savoir aussi que par exemple, si on propose une ressource, je ne sais pas, moi j'invente pour les P3, P4, hein, donc troisième primaire, quatrième primaire, et puis que vous vous dites c'est dommage que ce soit pour les P3, P4, moi j'aurais bien fait ça en P5, P6, en modifiant deux, trois choses, n'hésitez pas, vous pouvez le faire, en fait rien n'est figé dans le temps, et c'est pas, voilà, nous, ce sont des ressources qu'on propose, on estime ça à un public, maintenant tout peut être adapté, et vous allez voir que si vous plongez un peu dans la partie secondaire inférieure, c'est celle qui se rapproche le plus du primaire, bien, s'il y a des ressources pour les premières secondaires, il y a peut-être de fortes chances pour que, en modifiant quelques éléments, on puisse adapter ça pour des P5, P6 par exemple. Ça va? Donc n'hésitez pas vraiment à changer et à vous dire que si quelque chose vous intéresse, reprenez-le et adaptez-le en fonction de vos publics, de vos programmes, de vos réalités. Hop. Alors, je vais passer du coup à cette plateforme. Adèle, tu veux présenter la plateforme ou Si tu veux que je prenne un petit peu le relais, pourquoi pas. Oui. Ça Donc, Tu- Pardon? Tu partages ton écran ou je laisse Si ça ne te dérange pas de le partager, comme ça, vu que tu es déjà en Ouais, présentateur, ouais, ça va, ok, gagner du temps. super. Ouais.
te suis. Super. Donc, cette plateforme, elle a justement été mise en place pour que vous ayez un point où retrouver toutes les ressources et toutes les informations sur le projet. Donc, dans le menu, vous voyez justement, il y a à la fois la page ressources thèmes, donc qui regroupe toutes les ressources que nous avons publiées. Elles sont regroupées, par niveau et par thématique. Donc en fait, on couvre 3 thématiques, qui sont le spatial, le développement durable et le digital, mais parfois elles se recoupent. C'est juste qu'on souhaitait proposer une variété d'activités qui, euh, qui traitent ces 3 thématiques-là. Et donc elles sont regroupées par thématique et par public. Donc si vos collègues du secondaire seraient également intéressés par des ressources STEM, il y a tout ce qu'il faut pour eux également. Et les ressources sont donc, comme on vous le disait, accessibles en PDF et en Word. Elles traitent donc les différents thèmes qui sont mis ici en avant. Euh, Après, on peut peut-être passer, je ne sais pas si tu peux peut-être montrer quand on clique sur une des ressources, Ouais. comme ça vous avez une meilleure Voilà. idée. Ici, voilà, je prends une ressource 1, 2, 3 codée pour les 10-12 ans, donc P5, P6. Voilà, quand on clique dessus, on a le résumé en fait ici de l'activité. On a les fiches pédagogiques, donc ça c'est à destination des enseignants. Et on a parfois, pas toujours, c'est pas toujours nécessaire, mais on a les fiches élèves, donc les documents distribués aux élèves. Parfois c'est des choses à couper, parfois c'est des choses à compléter. Et quand on clique dessus, en fait, vous apparaissez directement sur un drive où vous avez la version PDF, comme ça on est certain que la mise en page ne bouge pas, et si la ressource vous convient comme ça, vous pouvez la prendre. Et puis après, on a la partie Word, où là, vous pouvez librement en fait télécharger cette ressource, et comme Patricia vous l'a dit, vous l'approprier. Voilà. Et donc, si on va après dans pour qui, donc c'est parce qu'on s'adresse aussi bien aux enseignants qu'aux éducateurs et aux animateurs d'écoles des devoirs, maisons de jeunes, donc associations dans le secteur éducatif. Euh, donc, cette page regroupe toutes les informations, donc dans personnel pédagogique, toutes les informations que vous avez besoin de connaître pour participer au projet et pour vous approprier les ressources. On a également fait un petit guide si vous voulez aller plus loin dans la compréhension du projet. On voit peut-être pas, enfin, là, c'est vraiment plus informatif. Et si vous souhaitez donc participer au projet, il y a la page inscription qui est juste là. Et ce qu'on vous demande, c'est simplement quelques données. C'est juste pour être en mesure de vous contacter, mais aussi et surtout parce qu'on n'a pas forcément abordé ce point, l'idée du parcours sémentiel, c'est que si vous mettez en place une de ces ressources dans votre classe, nous, on se charge de trouver justement un professionnel qui puisse venir témoigner, présenter son métier pour que les enfants puissent avoir un aperçu de la réalité du terrain et découvrir de nouveaux métiers inspirants qu'ils n'auraient peut-être pas auprès de leur entourage, parce que parfois on se limite à ce qu'on voit dans notre famille, et donc découvrir de nouvelles perspectives en lien avec l'activité réalisée, c'est ça que permet aussi ce parcours sémentiel. Et donc, ce qu'on vous demande pour pouvoir organiser cette rencontre, c'est de faire cette activité. Et étant donné que c'est très libre et que le professionnel va devoir s'intégrer un petit peu dans dans ce parcours, c'est de documenter cette activité pour nous expliquer simplement ce que vous avez fait en classe. Idéalement, si vous savez impliquer les élèves dans cette petite trace, c'est-à-dire des photos, des vidéos, ça ne doit pas forcément être des élèves, mais ça peut être eux qui prennent des photos des différents moments forts de l'activité ou libre à vous de trouver quelque chose pour nous montrer ce que vous avez fait en classe. Donc, une fois que vous nous envoyez ça, nous, on envoie ça justement au scientifique qui va pouvoir s'imprégner davantage de l'activité qui a été réalisée et donc échanger avec vous pour construire cette rencontre dans votre classe. Donc, c'est le ou la professionnel qui se déplace parce qu'on aimerait aussi mettre en avant des parcours de femmes qui sont peut-être un peu moins présentes sur la scène des STEM et des sciences de manière générale. Euh, donc voilà ce que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc si vous vous inscrivez, c'est simplement nous faire savoir que vous souhaitez mettre en place une activité
que vous vous engagez à la documenter et nous, on se charge de trouver quelqu'un pour venir dans votre classe. Si vous voulez un petit exemple, moi, que j'ai fait il y a quelques années, que j'ai trouvé, enfin, c'était assez marquant pour mes élèves et pour moi, et qui correspond vraiment parfaitement à ce qu'on attend ici et ce qu'on vous propose. J'avais fait en fait dans mes classes une activité, je vais arrêter le partage d'écran comme ça vous voyez peut-être ma tête. J'avais fait une activité sur le stop motion, hein, vous savez, cette animation image par image. Dans mes collègues, on avait un contact d'une dame qui travaillait en fait pour France 5, donc la chaîne télévisée, et qui réalisait des animations justement en stop motion pour les petits dessins animés, vous savez, du temps de midi qu'on a pu regarder quand on est petit ou peut-être que vos enfants regardent. Et donc elle était venue en classe présenter en fait l'envers du décor de comment est-ce qu'on réalisait un petit film d'animation en 3D en nous montrant le logiciel avec lequel avec lequel elle travaillait, en nous montrant voilà, quelques photos des studios, etc. Et donc, c'était vraiment, je dirais, intéressant dans le sens où les enfants avaient réalisé du stop motion et pouvaient voir vraiment à quoi ça correspondait. Donc voilà. Et ici, en fait, c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en place, c'est de se dire, on fait une activité programmation robotique, par exemple, eh bien, on a l'occasion de faire venir quelqu'un en classe qui partage avec les enfants. Je dirais, voilà, son métier et qui échange avec eux voilà, sur des métiers qu'on ne connaît pas nécessairement. Voilà, ça, c'était Ok. le petit exemple. Caroline souhaitait prendre la parole. Oui, c'était juste pour un petit ajout par rapport à la préparation de ces activités en classe. Donc, redire que nous, donc l'équipe de la Scientothèque, on est là pour vous accompagner dans la préparation, la mise en place, répondre à vos questions. Et donc, les protocoles pédagogiques, vous verrez, sont normalement suffisamment détaillés pour que vous puissiez le prendre en main assez facilement. Mais voilà, si vous avez quelques questions que ce soit, ou même, par exemple, si vous êtes plusieurs, si on voit qu'il y a plusieurs enseignants qui préparaient les mêmes activités, on peut faire aussi des petits groupes de discussion. C'est toujours un plus par rapport au matériel, par rapport au dispositif en classe aussi. Donc voilà, c'était une petite précision. D'accord. N'hésitez pas, par visio, par téléphone, par mail, tout ce que vous voulez. Tout à fait. Et alors, Adèle parlait de réaliser une petite trace écrite, hein, photo, vidéo, etc. Sachez que si vous faites participer les enfants à cette réalisation, je dirais, d'une trace de l'activité que vous avez menée en classe, eh bien, ça peut parfaitement rentrer dans le cadre du référentiel FMTTN parce que dedans, vous allez retrouver, par exemple, la création de PowerPoint, la manipulation de vidéos, de photos, etc. Et donc, en plus de ça, vous pouvez aller un peu plus loin en répondant à tous ces attendus-là et en les rendant, je dirais, un peu plus concrets. Donc, en fait, je pense qu'il est temps de... Sauf Oui. si vous aviez encore quelque chose d'urgent à dire. Non. Donc, on vous a expliqué que on faisait venir en classe un scientifique. Adèle, tu veux y aller? Oui. Donc Parce que justement je vois pour le temps vous qui passe. oui, c'était Mhm. ce qui allait suivre. Donc pour terminer un petit peu cette présentation, on voulait vous donner un avant-goût de cette rencontre avec un scientifique et on a fait venir Julian aujourd'hui, Julian Rudik, qui va se présenter. Donc il est chercheur à la VUB, travaille notamment sur les énergies. Donc Julian, merci beaucoup d'avoir accepté de participer aujourd'hui. Et on voulait vous proposer donc de découvrir un petit peu son métier qui pourrait faire l'objet d'un échange avec les élèves de votre classe pour vous donner un petit avant-goût. Donc, à ma connaissance, Juliane a prévu une présentation, donc il faudra peut-être lui laisser la possibilité de partager. Oui. Je vais le mettre tout de suite en présentateur. Oups. Oui, donc bonjour tout le monde. C'est en effet bien présenté, merci. Donc je fais de la recherche à la VUB. Je fais une thèse doctorat où pendant 4 ans,
je dois essayer de trouver quels algorithmes fonctionnent bien pour contrôler par exemple des batteries dans des maisons qui ont des panneaux solaires ou contrôler une pompe à chaleur dans une maison ou dans un grand bâtiment. Et donc je fais vraiment de la recherche en algorithmie et en informatique sur ces questions-là. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le travail que j'ai fait en bachelier. À la fin de mon bachelier, en fait, donc j'ai fait des études de sciences en bachelier et à Maastricht. Et pour le mémoire de bachelier, ils nous envoyaient pendant 5 mois dans un labo faire un travail de recherche. Donc moi, j'ai été dans un labo à Lausanne qui travaillait en robotique, où je vais vous présenter ce que j'ai fait. Donc, je partage mon écran. Je crois que tout le monde voit bien. Donc, un des endroits de recherche qu'ils étudiaient, c'était les robots sniffers. Donc, ce sont des robots qui pourraient remplacer les chiens que vous voyez ici dans les photos dans différentes tâches, comme aux aéroports, essayer de trouver des drogues ou des explosifs, ou bien dans des décombres pour essayer de trouver des personnes enfouies sous des décombres, ou dans des zones de guerre pour déminer le terrain. L'idée derrière, c'est que parfois, dans certains cas, c'est plus pratique, moins coûteux que d'avoir des chiens, et on pourrait les mettre aussi sur des drones, ce qui pourrait être utile dans certains cas. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 5 mois avec ce petit robot. Donc, ce petit robot, c'est un petit robot avec des roulettes. Au-dessus de lui, il a 2 modules. Un, c'est celui que vous voyez là, c'est un module pour savoir d'où vient le vent et quelle est l'intensité du vent. Et en dessous, il y a un module pour justement capter les odeurs et l'intensité des odeurs. Donc, ce petit robot-là, le labo dans lequel j'étais, ils avaient un bon algorithme pour trouver la source d'une odeur en 2 dimensions. Mon travail, ça a été de porter cet algorithme en 3 dimensions. Pour ça, j'ai travaillé dans une soufflerie, donc, que vous pouvez voir ici. Donc, c'est une soufflerie, elle fait 10 mètres de long. Et ici, vous pouvez voir le petit robot que je vous ai présenté tout à l'heure. Vu qu'il n'y avait pas encore de drone capable de faire l'expérience, ils ont monté ce petit robot sur des bras robotisés qui pouvaient bouger en 3 dimensions. Donc là, il peut monter, descendre, il peut aller de droite à gauche et il peut avancer ou reculer dans la soufflerie. Le but du robot, c'était de trouver d'où venait l'odeur qui se trouvait ici. Et donc ici, vous pouvez voir un petit tube qui crache un nuage d'acétone grâce à une petite pompe. Et vu qu'on est dans une soufflerie, il y a du vent qui souffle vers le fond de la soufflerie. Donc pour vous montrer ça un peu mieux, j'ai une petite vidéo qui devrait être expliquer bien comment ça se passait. Elle était là-dedans. Voici. Donc au début de ma recherche, j'ai beaucoup travaillé en simulation. Donc vous pouvez voir ici, c'est une simulation du problème qu'on essaie de résoudre. Ça, c'est en gros maintenant en recherche, en robotique, en informatique, on passe presque toujours par des simulations jusqu'à ce qu'il y ait un algorithme qui fonctionne pour après le tester en réalité quand quelque chose fonctionne. Donc ici, vous pouvez voir le petit robot que vous avez vu précédemment dans la soufflerie. Ici, c'est la source de l'odeur. Et en bleu, vous voyez une représentation du nuage d'odeur qui traverse la soufflerie. Donc vous allez voir le robot, il va faire au début, il ne sait pas du tout où est la source d'odeur. Et il va faire des petits mouvements pour essayer de mesurer cette odeur et pour savoir où elle se trouve. Donc au début, il ne sait pas où elle est, il se balade un peu jusqu'à ce que
il tombe dans le nuage d'odeur. Et là, ah, il est dedans. Et donc, il commence petit à petit à se diriger vers où se trouve l'odeur. Et pour au final réussir à la trouver. Et donc voilà, il a bien réussi sa tâche en simulation. Donc maintenant, on peut tester ça en soufflerie. Et donc ça, c'est toutes des expériences que j'ai pu effectuer dans le cadre de ces 5 mois de recherche. Donc ça, c'est la même photo qu'avant, c'est la soufflerie vue de derrière la source d'odeur. Le robot se trouve ici, le vent souffle par là. Donc vous allez le voir bouger comme en simulation dans différents actes. Et il va y avoir une petite carte ici qui va vous expliquer un peu mieux à l'intérieur du robot comment fonctionne l'algorithme. Donc voilà, ça c'est la petite carte interne que le robot se fait du problème. Donc en fait cette carte là c'est la carte de la soufflerie avec, vous voyez au niveau 0 ici, ça c'est le niveau du sol. Puis il y a à 20 cm du sol, à 40 cm du sol. Et la couleur des petites cases que vous voyez, en fait, c'est les endroits où le robot pense que l'odeur pourrait être. Et le plus c'est rouge, le plus le robot pense qu'il y a une forte probabilité que la source de l'odeur soit là. Donc là, vous voyez, c'est rouge un peu partout, parfois c'est un peu bleu. En fait, le robot, c'est le début de l'expérience, il ne sait pas du tout où se trouve l'odeur. Et donc, il va commencer à faire des petits mouvements dans la salle pour raffiner son idée de où pourrait se trouver l'odeur. Il fait un petit mouvement, il fait des mesures. Et bon, là où il se trouve, en fait, le nuage d'odeur, il se dirige par là, mais il n'est pas là. Donc, à cet endroit-là, le robot, il ne mesure rien. Donc, il se dit, ah, en fait, tout ce qui est devant moi, l'odeur ne se trouve pas là. Et du coup, je dois aller chercher ailleurs. Donc, il se balade. Et puis là, il élimine certains endroits. Et hop, vous voyez ici, les couleurs ont changé. Ça, c'est parce que le robot a enfin mesuré quelque chose grâce à son capteur d'odeur. Et il se dit, avec cette mesure, que la source de l'odeur se trouverait plutôt vers le fond de la salle et plutôt centrée peut-être vers la gauche. Donc, il va commencer à avancer vers cet endroit-là, continuer à faire des mesures et petit à petit se faire une meilleure idée de où se trouve l'odeur. Donc là, il pense que c'est toujours encore un peu à gauche. Là, il se rapproche. Et petit à petit, il commence à avoir une très bonne idée d'où se trouve l'odeur. Il sait qu'elle est centrée, il sait qu'elle est au fond de la pièce. Et voilà. Pour au final réussir à la trouver exactement. Donc voilà. Ça, c'était mon travail pendant 5 mois. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc j'ai continué à faire la recherche, à faire des sciences. Et voilà.